Bon, on va faire la révision. Hein. On fait la révision. Donc, on va faire la révision générale de tout ce qu'on a déjà eu à faire. Ça va permettre aux nouveaux aussi de comprendre à peu près ce qui se passe. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la révision en élevage du poulet de chair. Spécialement, on va faire tout. Même avec le cours qu'on a fait hier. On va faire véritablement tout. Donc, je vais commencer à vous poser quelques questions. Déjà, on va commencer à poser des questions sur le bâtiment. On va supposer aujourd'hui que nous avons un jeune Tamo qui veut investir dans le domaine d'élevage. Il a les moyens. Alors, il est mitigé entre les poulets de chair et les poules pondeuses. Finalement, il se décide de se lancer en élevage de poulets de chair. Alors, il veut démarrer pour une première fois avec au moins 2000 sujets. Voilà. Il a déjà un espace, quelque part peut-être à l'ouest là-bas. Il se dit, bon, ok, peut-être il tombe sur une personne parmi vous. Alors, il aimerait avoir les conseils. Alors, déjà, qu'est-ce que vous allez donner comme conseil déjà à Tamo, qui veut se lancer en élevage de poulet de chair pour la toute première fois? Il ne connaît rien. Il sait seulement qu'il a l'argent. Le terrain est là. Il a 1 hectare. Voilà. Que ce soit même ici à Douai ou n'importe où, le terrain est disponible. Maintenant, il aimerait avoir les conseils. Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à Tamo? Le premier conseil que moi je vais d'abord donner à Tamo, c'est que Tamo doit d'abord avoir l'accès au réseau dans son site, là où il veut construire le bâtiment, et avoir un marécage à côté, là où il peut trouver un peu l'eau, là où il peut vite trouver l'eau dans son site pour que il va souvent donner au poulet. Ok, ça c'est ce qu'il dit. Il dit que le premier conseil, chacun dit ce qu'il pense, hein. Parce que Tamo ne connaît rien. Il vient fraîchement de rentrer de Mbeng. Il sait qu'on lui a dit que vous êtes formé. Il veut les conseils concernant son projet. Il a l'argent, il veut faire ses poulets de chair. Le but pour lui, c'est de faire les poulets de chair et faire même la transformation, faire l'import-export, envoyer même ça partout en zone CEMAC. Il veut les conseils. Donc le petit dit qu'il va dire à Tamo d'abord qu'il faut que sur son site, il puisse avoir le réseau. Tu as dit le réseau téléphonique. Et que sur son site, il peut avoir, c'est pas, tu as dit quoi, un marécage ou bien une rivière, un truc comme ça. Bon, ça c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a dit. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Toi, tu vas dire quoi à Tamo? Il n'a pas construit son poulailler dans un marécage. Tu vas dire à Tamo qu'il ne construit pas son poulailler dans un marécage. Tout ce que vous êtes en train de citer là, c'est quoi? Ça fait partie de quoi? Le choix du fait bâtir la sécurité. Le nombre de constructions. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie des éléments à connaître pour faire le choix d'un site, non? La question que vous allez demander à Tamo, c'est que son site est situé où? Il va vous dire que mon site est situé à tel endroit. Alors, tu vas donc dire à Tamo qu'il faut d'abord qu'on aille voir ton site. Il faut éviter d'avoir les terrains dans la ville. Quand on veut faire de l'élevage, je ne veux pas l'élevage en ville. C'est ce que j'attendais de vous. Que je vais dire à Tamo, que toi qui veux te lancer là pour la première fois dans l'élevage du poulet là, j'espère que là où tu achètes ton terrain à l'ouest là, comme tu dis, ce n'est pas au cœur de l'ouest, parce qu'on ne fait pas l'élevage en ville. C'est ce que tu dis à Tamo. J'espère que ton terrain n'est pas marécageux. N'achète pas le marécage pour dire que tu vas faire de l'élevage. Il faut que ton terrain soit retiré des agglomérations. Ça doit être vraiment en ville. Et retiré de la ville, autant pour moi. C'est ça, non? Maintenant, comme il a dit là, on complète. Il faut que sur le site, on puisse au moins avoir le réseau téléphonique. Et il faut aussi préciser à Tamo que l'accès sur le site, sur le site doit être accessible, non? Vous avez vu comme ici, non? Vous voyez, on arrive là facilement. En voiture, comme à pied, comme à moto, n'importe comment. Sans problème. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on est là sur le site. Ne cherchez pas déjà de site que pour arriver, on commence à garer la voiture, on marche 3 km. Non, ce n'est pas un site bon pour l'élevage. Quel autre élément vous allez encore ajouter à Tamo? La disponibilité de matières premières. Donc, on doit prendre tous les éléments, on doit pas aussi tout les éléments. Oui, bon, ça fait partie aussi, tu peux aussi dire ça à Tamo, que bon, là où il va peut-être se ravitailler en termes d'alimentation, ça doit peut-être très loin. Mais bon, ce n'est pas un facteur qui dérange, parce que sur ton propre site, tu peux commander les choses et puis tu stockes sur ton propre site et tu travailles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, peut-être le site doit avoir l'électricité. Mais en cas où il n'y a pas d'électricité, vous savez aujourd'hui qu'on utilise l'énergie renouvelable. Voilà. Donc voilà, ce sont les critères de choix d'un site d'élevage. Donc, sorti d'ici,
Si demain vous voulez aller acheter vos terrains pour faire de l'élevage ou bien aller avec peut-être ceux qui vous envoient, ou bien avec papa, n'importe qui, c'est ce que vous allez dire à papa. Il faut qu'on aille chercher un terrain retiré de la ville. Si tu appelles pour dire que j'ai trouvé un terrain ici à Lokpom, tu dis que non, mon frère, on va faire de l'élevage à Lokpom. Il faut que ça soit loin. Éloigne. Parce qu'il ne faut pas que le bruit des animaux dérange les voisins. Et même les poules, ce n'est pas sécurisant. Elles vont stresser tout le temps. Voilà. Maintenant, on va te dire, ok, mon terrain est vraiment loin, je suis vraiment loin. Tu respectes tout ce que tu es en train de me dire là, mon gars. Maintenant, la suite, c'est quoi? Maintenant, on va te dire que, maintenant, là, je vais faire 2000. Dis-moi alors, je peux construire le bâtiment là comment? Vous allez lui dire quoi? 2000 sujets. Je peux faire 3 sur 3. Je vais d'abord commencer par lui donner les normes normales d'un bâtiment. Les normes normales d'un bâtiment. Que le bâtiment est compris entre... Tant on va te dire que j'ai les moyens, je vais faire 2000 sujets. Il a 1 hectare, il te demande quelle est la superficie pour construire le bâtiment. Tu vas lui dire quoi? Il ne veut pas entendre l'histoire de normes là. Ce n'est pas ça son problème. Il veut que tu donnes la superficie du bâtiment. Il sait qu'il a 1 hectare, il ne sait pas si ça va suffire, ou bien il faut augmenter le terrain, ou bien il trouve que c'est petit ou c'est grand. Est-ce que tu dois lui dire quoi? La superficie sera d'égale à combien? Des mètres carrés? Tu vois que le nombre de sujets chez Adasper, comment c'est pas Adasper pour faire un peu de ça. Donc on va prendre le plus petit, on va faire 2000 divisé par 10. Et trouver la superficie. Voilà. Il faut d'abord trouver la superficie, non? Il vous a déjà dit le nombre de poulets qu'il veut élever. La superficie d'un bâtiment d'élevage est égale à quoi? Nombre de sujets divisé par la densité. Voilà. La densité en élevage de poulets de chair est comprise entre 8 et 10 poulets, non? 8 et 10 poulets le mètre carré. C'est ça. Donc, ça veut dire que pour trouver dans la superficie du bâtiment de Tamo, on va faire les 2000 divisé par 10. C'est ça, non? Ça fait 200 mètres carrés. Donc, vous allez dire à Tamo que, gars, 1 hectare là même, c'est trop grand. Tu as beaucoup d'espace. On va seulement exploiter maximum 200 mètres carrés pour construire ton bâtiment. Maintenant, quelles sont les normes de construction? Nous sommes en train de faire seulement la révision. Hein. Quelles sont les normes de construction? Super, on n'a pas un peu sauté. Avant de trouver la superficie du bâtiment et tout, le sens de vent. Ça, voilà aussi un autre détail. Nous sommes en train de faire la révision. C'est très bien. C'est très bien. Et qu'est-ce que tu vas donc dire à Tambo concernant justement l'implantation du bâtiment? Bon, on va chercher un expert. Tu vas donc dire à Tambo que le plus important, ce n'est pas de connaître la superficie de ton bâtiment. Voilà, c'est d'abord de savoir l'implanter et l'orienter. Voilà. Et qu'un bâtiment d'élevage doit être perpendiculaire dans le sens des vents dominants. Et quels sont les outils pour pouvoir déceler le sens des vents dominants? Oui, tu peux utiliser le drapeau pour les gens qui sont déjà expérimentés. Il y a la girouette, il y a même la bougie. Parce que parfois, je vais sur les sites, j'ai des bougies. On pense parfois que je suis sorcier. C'est pour ça que j'utilise les bougies. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est le travail d'un expert. Quand vous n'êtes pas expert, vous ne pouvez pas aller faire ça. Voilà. Il y a des outils pour ça. La girouette va te donner le sens des vents dominants. C'est à partir de ce sens-là que tu vas dire au promoteur maintenant que, attends, que voici la position du bâtiment, voici le sens dans lequel on va positionner le bâtiment. Observez bien, vous allez voir que tous les bâtiments ici sont dans la même direction, dans le même sens. Pourtant, nous sommes sur presque 16 hectares ici. On pouvait mettre les bâtiments dans n'importe quel sens. Vous avez vu, c'est orienté dans la même direction. Parce que justement, le vent souffle comme ça, dans la direction-ci. Voilà. Est-ouest. Quand vous êtes assis, vous ne ressentez pas comment le vent se passe sur vous. Voilà. Comme où il y a un mot là, c'est comme ça que les poulets yamo aussi. Imaginez donc que si le bâtiment a été mis dans le mauvais sens, c'est qu'actuellement on est en train de ressentir la chaleur, non? C'est qu'actuellement on a chaud. Voilà. Donc le sens du bâtiment ou l'orientation du bâtiment compte énormément. C'est pour ça que je dis chaque fois que quand tu rates l'orientation d'un bâtiment, tu vas tout rater en élevage. Investis même 1 milliard, tu vas perdre tout. Ça ne sert à rien. Tu auras tout le temps les retards de croissance, tu auras tout le temps les maladies respiratoires et tout. Ça ne rigole pas. La clé même, la réussite de l'élevage commence déjà ici, par la construction du bâtiment.
C'est par là qu'on réussit. Voilà. Donc ça, c'est l'élément qu'on va préciser à Tamo. Justement, il faut justement le convaincre, justement, comme ça, pour qu'il puisse justement appeler un expert pour pouvoir faire ça. Alors maintenant, quelles sont les normes de construction? Alors, vous connaissez, non? On a déjà fait tout ça. Tout ce qu'on fait, c'est la révision. Parce qu'il faut qu'on révise pour les nouveaux. Tout à fait, pardon. Faut parler de partie. Les normes de construction. Donnez-moi les normes de construction. Monsieur, pour la largeur du bâtiment, Tamo doit prendre pour les bâtiments supérieurs, il doit prendre 8 cm. Tu t'embrouilles. Donnez-moi les normes de construction. Avant de commencer à parler des normes de construction, j'aurais aimé que vous me donniez d'abord les différentes sortes de bâtiments qui existent, non? Parce que vous êtes en train de conseiller Tamo, hein. Ce que je vous apprends, ce que je suis en train de faire avec vous là, c'est comme ça que vous allez vous comporter, que vous allez sortir d'ici. Vous allez donner les conseils à ceux qui viendront vers vous. Bon, Voilà. le type de bâtiment peut proposer à M. Tamo un bâtiment. Vous allez expliquer quoi à Tamo? Parce que le but, c'est pas seulement de dire qu'il va construire un bâtiment de 200 mètres carrés. Il faut lui dire même qu'avant de commencer à construire un bâtiment de 200 mètres carrés, là, qu'il existe deux sortes de bâtiments. Mais comme nous sommes en Afrique, on va construire des bâtiments adaptés aux normes africaines, qui sont les bâtiments à ventilation statique. Parce que lui, il sort de Mbeng. Dans sa tête, c'est qu'il veut faire un bâtiment comme en Mbeng. Il faut non lui dire que ce genre de bâtiment-là ici chez nous, ce n'est pas vraiment recommandé parce que non seulement c'est coûteux, mais en plus de ça, il y a une main d'œuvre qu'il va falloir impliquer là-dessus pour pouvoir faire la maintenance à tout moment. Est-ce qu'on a besoin de faire la maintenance ici là? Depuis que vous êtes ici, vous avez vu un maçon venir faire quelque chose ici. Voilà combien d'années c'est construit. C'est fini. On peut seulement venir peut-être changer une feuille de tôle si c'est percé. C'est terminé. Alors que les bâtiments à ventilation dynamique, il faut faire la maintenance sur tout. Entretenir les extracteurs d'air, les pattes qui vont tomber en panne. Il y a les capteurs de température, il y a tellement de choses à l'intérieur. Maintenant, où est la main-d'œuvre qualifiée en Afrique pour pouvoir gérer tout ça? On peut compter sur Cameroun les personnes qui savent manipuler ces genres de bâtiments-là, travailler dans ce genre de bâtiments, on les compte au bout des doigts. Je dis bien on les compte. Moi, je connais une seule personne avec qui je travaille. Une seule personne avec qui je travaille, que je connais qui fait ça. Et les autres, moi, je ne sais pas, mais peut-être il y en a, mais je connais une seule personne. Que si aujourd'hui on m'appelle, je peux l'envoyer aller faire les dépannages là-bas parce que voilà, il a appris ça. Voilà. Mais quand tu vas donc acheter ce genre de bâtiment, tu ramènes en Afrique et qu'autour de toi, il n'y a personne pour pouvoir faire la maintenance. Tu vas faire quoi? Tu vas passer à déplacer tout le temps les Européens venir faire la maintenance. À quel coût? Bon, au final, tu gagnes donc quoi dans le poulet quand tu fais ça? Puisque le gars à la maintenance va venir te dire que quand il vient faire la maintenance comme ça, peut-être pour les 2 semaines qu'il a passées, c'est peut-être 10 millions. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc il faudrait expliquer ça comme ça à Tamo. Parce qu'il sort de Mbeng. Lui, ce qu'il veut faire comme ce qu'il a vu en Mbeng. Il faut lui dire que non, nous sommes en Afrique. Même si tu veux faire comme tu as fait en Mbeng, voici à peu près les bâtiments qui sont adaptés. Alors les coûts sont assez réduits. Et puis voilà, l'élevage va se faire. Okay? Et c'est bâtiments à ventilation statique. C'est les bâtiments dans lesquels vous êtes là. Ventilation statique. Maintenant, quelles sont donc les normes de construction d'un bâtiment à ventilation statique? Tu t'es embrouillé tout à l'heure. Tu peux maintenant te retrouver. La largeur est comprise entre 8 à 12 mètres. Quelles sont les normes de construction d'un bâtiment statique en élevage de poulet de chair? Miss, vas-y. Donne-moi les normes en termes de largeur. Les largeurs des bâtiments chez les poulets de chair sont comprises entre combien de mètres et combien de mètres? Bon, mais que la poule est inférieure à 1000. Et si c'est bien étudié, il faut partir de 1000. Ne confondez pas avec l'élevage de pondeuses. Hein. Ne confondez pas. C'est 8 à 10. Ne confondez pas avec l'élevage de pondeuses. Chez les chairs, 8 à 10 mètres, c'est tout. Sauf pour les gens qui vont faire des très grands bâtiments, comme j'avais dit. Mais chez les pondeuses, je vous ai dit, la norme de construction, la largeur, c'est uniquement 8 mètres. Mais c'est lorsqu'on fait déjà des bâtiments assez grands qu'on est généralement à 12 mètres de largeur pour les bâtiments à ventilation statique. Mais les bâtiments à ventilation dynamique, c'est 15 mètres.
parfois même 17 mètres. Parce que le bâtiment est totalement fermé. Il n'y a pas de souci. Mais à ventilation statique, il ne faut pas aller au-delà de 12 mètres. Qui peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi chez les pondeuses ou bien chez les chais, là, on est entre 8 et 10 mètres de largeur? Pourquoi on n'excède pas généralement? Pour permettre l'aération dans le bâtiment. C'est ça. Ok? C'est pour permettre justement la bonne ventilation, non? Si tu construis un bâtiment en ventilation statique et qu'il est trop grand, alors, il y a une partie du bâtiment qui ne sera pas aérée. Le souci, c'est qu'il est... C'est aussi bien, non? Il n'y a pas de problème. C'est bon? Après ça, quelles sont les normes alors? La hauteur du bâtiment, combien de mètres? 2 mètres. Est-ce que tu as appris? C'est la révision, hein? La hauteur du bâtiment. 4 à 5. 4 à 5 mètres. Du sol au lanterneau. Du sol au lanterneau, 4 à 5 mètres. La hauteur de la zone des murets, là. 0,5 La hauteur des murets, d'abord, c'est combien? à 2 mètres. 0,5 à 0,9. 9. Voilà. Maintenant, la hauteur de la zone des grillages. Voilà la zone des grillages là-bas. La hauteur là. 1,80 à 2 mètres. 1,80 à 2 mètres. Vous voyez la zone des grillages là. 1,80 à 2 mètres. Voilà. La pente de la toiture, combien de pourcents? 2%. La pente. Regarde là-bas. L'inclinaison de la toiture. 35 à 40%. C'est bon. Avec un débordement de 1,5. Il faut toujours faire le débordement. Il faut que les tôles débordent au moins de 1,5. Voilà. Maintenant, on a dit que sur le bâtiment de ventilation statique, il faut quoi? Le lanterneau, non? Le lanterneau, ce petit chapeau-là. On est nouveau. Le petit chapeau au-dessus du bâtiment là-bas. C'est ça qu'on appelle le lanterneau. Quel est son rôle? Ça permet d'évacuer L'évacuation de l'air chaud. Voilà. C'est ça le rôle du lanterneau. Donc quand tu construis un bâtiment à ventilation statique et que tu ne mets pas un lanterneau, ce n'est pas un bâtiment à ventilation statique. Ton bâtiment ne respecte pas les normes zootechniques. Voilà. Donc ici, vous avez des bâtiments qui sont construits aux normes. Voilà. C'est comme ça que vous allez aller construire vos bâtiments. Même si c'est des tout petits bâtiments, il faut construire comme ça. Et on a dit qu'à l'entrée du bâtiment, il faut... Voilà, pédiluve. La hauteur du lanterneau, c'est combien? 0,30. C'est ça. Alors, on continue. Mon ami, c'est la révision que nous sommes en train de faire. Hein. Et c'est parce que vous êtes en train de faire là depuis. C'est la révision, vous avez tout ça dans les cahiers. Je suis en train de vous évaluer. Je vais voir si vous avez retenu quelque chose. Je sais pas pourquoi vous chuchotez. Vous chuchotez encore pourquoi? Nous sommes en train de faire la révision. Alors, on a terminé la construction du bâtiment, non? On a expliqué déjà à Tambo combien il va construire le bâtiment. Alors maintenant, le bâtiment est prêt. Tambo maintenant t'appelle. Il te dit, OK, gars, on a terminé le bâtiment là. Maintenant, je procède comment? Il faut désinfecter le bâtiment. Et cette étape-là, ça s'appelle quoi? Vide sanitaire. Vous devez parler avec le langage des techniciens. Vous êtes déjà les techniciens, non? Voilà, parlez avec le langage des techniciens. Le vide sanitaire. Et qu'est-ce que le vide sanitaire? On lève la main. C'est quelqu'un qui veut parler, oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Vide sanitaire, c'est quoi? C'est une période qu'on laisse un bâtiment au repos. Le bâtiment doit rester au repos pendant combien de temps? 21 jours. 21 jours. Okay. Quand on parle de vide sanitaire, c'est le fait de désinfecter un bâtiment, de nettoyer, le désinfecter et le laisser au repos au moins pendant 21 jours. C'est ça le vide sanitaire. Ça veut dire qu'après chaque bande, tu dois nettoyer, désinfecter et laisser le bâtiment au repos au moins pendant 21 jours. C'est pour ça qu'il est recommandé quand on veut se lancer en élevage
d'avoir au moins 2 bâtiments. Lorsque tu veux travailler avec des séries de bandes. Parce que quand l'élevage de poulet de chair, on travaille, c'est sur 2 mois. 45 jours, on suppose que tu as 15 jours pour vendre. Voilà. Donc imagine donc que tu as un seul espace et que tu vas finir chaque fois une bande. Laisser le bâtiment pratiquement pendant 3 semaines avant de pouvoir recommencer. Tu vois que tu t'amuses, tu risques de faire à peine 4 bandes peut-être sur l'année. Il y aura même les moments où il y aura des pénuries de poussins. Tu risques de t'amuser comme ça que tu n'auras même pas pratiquement produit. Et un bâtiment qui est construit, il est fait pour pouvoir produire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est souvent bien d'avoir 2 espaces. Vous avez vu ici, on a 4 bâtiments, non? C'est nous qui ne voulons pas mettre les poulets. Ce n'est pas que c'est l'argent qui manque, c'est nous qui ne voulons pas lancer les poulets parce que le marché est bizarre. Voilà. Ok? Donc ça veut dire que quand on sort, on va sortir ces poulets dans la bande là. On n'a pas besoin de dire qu'on attende de désinfecter là-bas pour lancer. On peut lancer ici où vous êtes, on lance là-bas en bas. Il n'y a pas de souci. Mais pour les débuts, quand on est débutant, on commence toujours avec un espace. C'est quand demain vous allez déjà avoir une clientèle assez élargie que vous pouvez justement vous permettre d'avoir un second bâtiment. Pour pouvoir justement faire tourner la ferme. Programmer la ferme de telle manière que il faudrait que chaque mois, vous puissiez avoir les poulets. C'est pour ça que j'ai dit, le dernier coup que je vais vous donner, c'est sur le marketing, la vente et la gestion de la ferme. Comment organiser une ferme. Les outils de gestion et surtout beaucoup plus m'accentuer sur le marketing et la vente avec vous avant que vous ne partiez. C'est très important. On va terminer peut-être dans les prochains jours les trucs sur l'alimentation, mais après on va finir sur le marketing et la vente et surtout beaucoup plus la gestion en élevage. Il faut connaître, gérer. Le plus important, c'est pas de nourrir comme on fait là. Si tu ne connais pas comment gérer ta ferme, ça ne sert à rien. Une ferme, c'est une organisation. Il faut être organisé et ordonné. Voilà. C'est à peu près ça. C'est bon? Oui, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est le vide sanitaire. Après le vide sanitaire, maintenant, bon, on suppose que le vide sanitaire est déjà là. Ben, il va vous dire, OK, pour désinfecter, donc, je vais utiliser donc quel produit? Vous allez lui dire quoi? Oui, derrière. Il faut utiliser la chaux vive, oui. Le TH4. Le TH4, oui, c'est bon. Le virinette, c'est bon. Le Vicon. Tu as dit oui, le Vicon, virinette, oui. Il y a encore, allez-y. Très bien, le tripuricide. Il y a encore, allez-y. C'est d'abord cahier. On n'ouvre pas les cahiers, hein, c'est la révision. Cherchez dans le cerveau, c'est là, vous connaissez. Acide cosmique. Acide caustique. Vous avez dit que vous connaissez, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, maintenant vous avez dit tout ça à Tamo. Tamo connaît pratiquement tous les produits qu'il va utiliser pour désinfecter. On suppose maintenant qu'il a désinfecté le bâtiment. Maintenant, il vous dit, l'étape suivante, donc, c'est quoi, les gars? J'ai désinfecté le bâtiment. Vous dites quoi à Tamo maintenant? Quelqu'un prend la parole. Tu vas dire quoi à Tamo après la désinfection? C'est de préparer la place là où on va chauffer la poussière. Et cette place, on appelle ça quoi? Parle en langage technicien. Tu es technicien, non? Parle en langage. Je ne forme pas je forme les techniciens. Tu connais. On appelle la place qu'on chauffe là quoi? La poussinière. Tu vas dire à Tamo que maintenant, la prochaine étape, c'est de construire la poussinière. Une poussinière, c'est quoi? Oui. C'est un espace réservé aux poussins. Un espace réservé aux poussins, oui. Mais on a dit quoi? Il a dit que c'est un espace pour le chauffage, non? Donnez-moi la définition de la poussinière. Chacun explique comme il pense. C'est un espace réservé pour le démarrage des sujets. C'est à peu près ça. Chacun explique comme il pense. Il y a un terme que je veux. C'est un espace aménagé. Oui, aménager tout ce que tu veux. Il y a un terme que je veux. Vous allez trouver. La mise derrière. Tu essayes?
La poussinière, c'est quoi? Un espace réservé pour le chauffage des sujets. Oui. Il y a toujours un terme que je veux. Vous êtes les techniciens. Dans l'espace de chauffage, on est là, on chauffe pourquoi? Qu'est-ce qu'on contrôle le plus? Qu'est-ce qu'on contrôle le plus? La température. L'espace réservé, un espace dédié aux poussins, non? C'est un espace dans-dessous lequel les poussins doivent rester sur une température constante. Vous êtes technicien, gars. Vous êtes technicien. Température constante. Le chauffage, c'est l'étape où on passe le temps à aller contrôler si les poussins sont sur la température qu'on veut. Vous avez donné un nombre de températures, non? On a dit que pour tel ou tel jour, il doit rester sur telle température, non? Alors, quand tu fais le chauffage, ton rôle, c'est d'aller faire quoi? Te rassurer que le poussin est justement sur la température adéquate pour sa bonne croissance. Voilà. C'est vraiment technique. Maintenant, on construit la poussinière comment? Nous allons commencer par délimiter. Oui, tu vas délimiter comment? Tu vas délimiter comment? Seulement comme ça, avec l'œil. Tu vas dire au gars, regarde, voici l'endroit, il faut taper ici, clouer, mettre les bâches. Il faut expliquer. On calcule le nombre de sujets et on mesure dans un angle du bâtiment. Je ne connais pas. Moi, je suis Tamou. Expliquez-moi. Moi, je ne connais pas. Tamou, il sait qu'il a construit un bâtiment de 200. Nous sommes dans un bâtiment de 200 mètres carrés. Il veut connaître la superficie pour construire la poussinière. Donc, tu vas dire à Tamou qu'on mesure ici, là, on tape le clou ici, on tire. Non, expliquez. Moi, je veux connaître. On sait que c'est 4 sujets le mètre carré. Vous connaissez? 40 sujets le mètre carré. Qu'est-ce que 40 sujets le mètre carré? Qu'est-ce que 40 sujets le mètre carré? Je vous ai dit que vous êtes technicien. Quand on voulait construire le bâtiment d'élevage, on a utilisé quoi dans la formule? Pour la superficie. La densité. Qu'est-ce que 40 sujets le mètre carré? La densité. Voilà! On va faire la taille. En poussinière, la densité en élevage, la densité pour les poussins d'un jour est de 40 sujets le mètre carré. C'est ce que vous allez dire à Tamou. Que tonton, pour construire la poussinière là, généralement en élevage, la densité des poussins d'un jour est de 40 sujets le mètre carré. Ça veut dire qu'on doit construire une poussinière sur combien de mètres, sur quelle superficie? Nombre de sujets divisé par la densité, non? 2000 divisé par 40, ça fait combien?